Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour de NXT Spring Breaking que vous pouvez peut-être un petit peu entendre en arrière-fond puisque j'ai pas mal de petites choses à enregistrer aujourd'hui et donc voilà, du coup j'enregistre entre chaque match comme ça m'est déjà arrivé de faire pour certains PLE. Voilà, donc je vais tout de suite passer au premier match qui vient tout juste de se terminer. Donc ce premier match, il concernait du coup les Pretty Deadly face à Tony D'Angelo et Stax. Et ce match, il était vraiment très très bon, franchement. Alors c'est un match un peu sans disqualification, puisque les deux équipes sont présentes l'une contre l'autre, mais en étant tous, entre guillemets, dans le ring, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'affrontements plus hors du ring que dedans. Euh, Notamment pour gagner, il fallait enfermer son adversaire dans le coffre d'une voiture qui, de mémoire, est une référence au fait que les Pretty Deadly avaient enfermé Stax ou les deux membres de Paris dans un coffre pour éviter un match ou une connerie comme ça. Enfin, j'ai des souvenirs un peu de ce passage-là, mais je me souviens plus exactement de comment ça s'est passé, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. En tout cas, le match était très bon, on a eu des très beaux bops. Alors quand j'ai vu la piscine à boules, c'était obligé qu'il allait se passer un truc avec, ça, c'était assez marrant. Euh, voilà, on a des gens qui sont passés à travers des poubelles, notamment Tony D'Angelo qui va prendre une souplex à travers une poubelle. Il y a Stax dans un move qui est assez impressionnant, qui va se prendre une chaise dans le coin du ring puisqu'elle était posée là. Il y avait, je sais plus si c'est Kate Wilson ou Walton Prince qui était contre la chaise et du coup t'as Tony D'Angelo qui lance, enfin qui avec l'élan du coup arrive à envoyer Stax euh, du coup sur l'un des membres des Pretty Deadly, sauf que ce dernier se dégage et Stax il se prend l'échelle en plein dans le dos, c'était vachement impressionnant, c'était cool. On a je crois que c'est Elton Prince qui à la fin passe à travers une table. Voilà, il y a utilisation comment ça s'appelle, d'un extincteur. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses et c'était vachement cool, c'était vachement intéressant. Ce match, moi, j'ai trouvé très très bien. Je trouve, un bon départ pour Tony D'Angelo et Stax, hein, parce que c'est une équipe qui en soi est extrêmement jeune, mais si les deux traînent ensemble depuis un petit moment, l'équipe en tant que telle, pour aller vers des titres, c'est une équipe très jeune, qui du coup là est en train de grandir, qui gagne son premier match en tant qu'équipe, si je dis pas de conneries. Et en plus, gagner face aux Pretty Deadly, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et pour les Pretty Deadly, ça va leur permettre de partir du coup à Raw ou SmackDown, puisqu'apparemment il y a des rumeurs qu'ils seront dans les coulisses de SmackDown pour la draft. Du coup, affaire à suivre pour les deux équipes, l'un pour son run dans le sort principal et l'autre pour son run vers les titres par équipe, enfin si tout ça arrive. Alors le deuxième match, je suis très surpris parce qu'il est très court. C'est le match entre André Chase contre Braun Breaker. Voilà, parce que bon, Braun Breaker s'était attaqué à la Chase University une fois qu'il a tourné heel. Et ce qui est étonnant, c'est déjà que le match il soit très court et que du coup, Braun Breaker il est gagné. Bon, après, est-ce que ça met fin à la rivalité? Je ne pense pas vraiment parce que du coup, il n'a pas affronté Duke Hudson à qui il en veut réellement d'avoir pris sa place dans la course au titre pour avoir son rematch. Et du coup, ça peut amener à penser que Braun Breaker, du coup, ne sera peut-être pas drafté finalement, alors que Braun Breaker a clairement mieux à faire dans le roster principal que de traîner dans des histoires inintéressantes à NXT. Je dis pas que la rivalité contre Chase University est pas intéressante, au contraire, mais une fois qu'elle sera terminée, il peut se retrouver dans des trucs pas intéressants et perdre du momentum, alors que là, on est dans une période où il est encore à fond et que c'est clairement la période pour l'envoyer dans le roster principal. Mais bon, c'est pas vraiment nous qui choisissons. Moi, si j'étais à la place de Bleu, je l'enverrais tout de suite dans le roster principal parce que j'attendrai pas à ce que la hype redescende pour l'y envoyer, mais bon, voilà. En tout cas, le match était quand même plutôt sympathique. Il y a
Voilà, il s'est pas passé énormément de choses non plus. Voilà, André Chase a attaqué en premier, il y a eu une petite offense d'André Chase. Après, Braun Breaker a repris un peu le dessus, donc ce qui était plutôt intéressant. Euh, au final, chose que j'ai trouvé très cool, parce que ça, c'est la première fois que je le vois, c'est quelqu'un qui contre l'une des prises de André Chase. Donc, tu sais, celle où il fout des coups de pied, et à chaque fois qu'il fait give me a C, give me a H, give me a A, machin, et qu'il fait ça, il donne toujours un coup de pied, et en général, tout le monde se fait avoir par ce truc-là. Et là, on a Braun Breaker qui va réussir à contrer la chose et qui va même pas gagner par le spear ou une power slam, non, il va gagner par soumission. Il va faire abandonner André Chase et justement à la fin, il va juste regarder Duke Hudson en mode hop, c'est toi le prochain. Donc ça tend à montrer que ouais, Braun Breaker pourrait ne pas être drafté. Et là, je viens de voir un segment de Dragunov qui s'est fait agresser par Dijak et du coup qui tend à montrer que leur match n'aura pas lieu maintenant, qu'il y aura bien un match entre les deux plus tard, et du coup qui tend à montrer que Dragunov, pareil, ne serait peut-être pas drafté. De toute façon, on saura qu'en fin de semaine et lundi définitivement ce qui se passe dans la draft, mais malheureusement Dragunov, c'est un peu comme Braun Breaker, il n'a plus vraiment rien à prouver à NXT, et il serait très très bon dans le roster principal. Mais encore une fois, hein, c'est la WWE qui décide de tout ça. Donc on va parler du troisième match, Lyra Valkyria contre Cora Jade qui vient juste de se terminer. Donc match plutôt sympa. Pareil, pas hyper long, mais plutôt cool, hein. Alors Lyra Valkyria a dominé une grosse partie du match. Voilà, c'est vrai que Cora Jade a eu assez peu d'offense. Elle a quand même tenté son coup de genou dans les cordes à la CM Punk, comme elle fait souvent. Il faudrait que je retrouve le nom de cette prise, mais qui malheureusement sera contrée, elle va se faire éjecter à l'extérieur du ring. Et au final, même à un moment donné, après avoir esquivé le finisher de Valkyria, elle va du coup, comment dire, elle va sortir du ring, elle va récupérer son kendo stick. J'aime beaucoup en plus la personnalisation du kendo stick de Cora Jade qui colle très bien à son style. Mais bon, ça c'est comme ça depuis longtemps, mais voilà, je le dis que maintenant. Du coup, elle va vouloir se disqualifier, hein, parce que globalement, elle veut clairement l'utiliser. Sauf que l'arbitre, il remarque la chose, il récupère le kendo stick. Enfin, il se bat avec Cora Jade, globalement, tous les deux en train de tirer pour l'avoir. Du coup, Lyra elle se dit, je vais en profiter, je vais essayer de foutre mon finisher. Sauf que, ben, Cora Jade va quand même esquiver le coup une nouvelle fois. Et du coup, pendant que l'arbitre a le dos tourné, elle va pas faire un low blow, une connerie comme ça, mais elle va la frapper derrière le genou pour ensuite placer son DDT pour la victoire. Donc victoire de Cora Jade sur une Lyra Valkyria, ce qui est assez énorme, parce que Lyra Valkyria, en termes de technique et tout ça, c'est quand même c'est vraiment génial, alors que Cora Jade, c'est quelqu'un qui est en train de prendre de l'expérience de plus en plus. Et je trouve que ça lui offre une belle victoire, franchement, c'est très très cool. En plus, on sait que pour ceux qui suivent les news, que Cora Jade est très apprécié par du moins les officiels. Et il y a même des rumeurs comme quoi il pourrait rejoindre le roster principal. Alors, d'un côté, j'espère pas, parce que du coup, ça me ferait chier de plus avoir Cora Jade à NXT. Mais en même temps, je trouve qu'elle n'est pas encore assez expérimentée pour aller à Raw ou SmackDown, même si elle serait très divertissante. Je pense qu'elle n'a pas encore ce qu'il faut pour aller là-bas. Mais au moins, on voit que son travail est bien apprécié et ça je trouve ça cool parce que c'est vraiment ma préférée d'NXT, donc je trouve ça génial. En tout cas voilà, belle victoire malgré une surtout offense de Lyra Valkyria, mais c'était quand même un bon match entre les deux. On passe désormais au quatrième match, Grayson Waller contre Carmelo Hayes pour le titre de NXT. Et qu'on peut entendre, je pense que vous pouvez entendre les chants derrière, hein. Je vous laisse un petit peu. Et voilà, la victoire de Carmelo Hayes, voilà, qui conserve son titre et qui est, à mes yeux, le meilleur match actuellement de la soirée. Parce que, comme je vous disais, je regarde le show et je parle en direct entre chaque match. Donc j'ai pas encore vu ce qui allait se passer après. Mais ce match, il est incroyable. Il est à la fois, il y a beaucoup de technique dans certains moves, hein. Je pense à un moment, ce qui se passe dans le coin,
au niveau des cordes, voilà, où la première fois ils tentent des trucs, ça passe pas, ils retentent une deuxième fois un peu plus tard, ça marche et tout. Enfin, ce qui se passe avec les cordes, dans les cordes, c'est incroyable. Enfin, faut avoir vu le match parce qu'il se passe des trucs de fou. Des fois, je me dis, mais comment ils arrivent à gérer tout ça, quoi. Euh, on peut noter également des contres de malades entre Grayson Waller qui va contrer notamment le saut dans les cordes de Carmelo Hayes quand il veut faire sa clothesline dans les airs. Il va contrer ça avec son finisher, c'est incroyable. La powerbomb de Grayson Waller qui va être contrée en codebreaker, bref, c'est génial. Et en plus, à chaque fois, les deux vont rouler à l'extérieur du ring, voilà, pour montrer, voilà, nous, on a fait notre truc, hein, et puis voilà. En plus, on a les deux qui vont beaucoup travailler les jambes de l'autre, hein, Carmelo Hayes qui va beaucoup vendre les jambes, qui va beaucoup ensuite attaquer la jambe de Grayson Waller, et du coup, après ça, euh, Grayson Waller va tenter son finisher, sauf que son pied va se prendre dans les cordes, du coup il va se faire mal. Et on a donc Carmelo Hayes qui va gagner avec sa descente de la cuisse, qui était plutôt cool. Et là, actuellement, on a Braun Breaker qui vient de défoncer Trick Williams, qui s'est pris le spear et une soumission, et qui s'apprête à s'en prendre, qui vient de faire un spear à Carmelo Hayes à travers le décor. Donc, je pense que ça conclut le questionnement qu'on avait tous que personnellement j'avais sur l'avenir de Braun Breaker. Je pense que bah, c'est quasiment sûr maintenant que ce dernier va rester à NXT, sûrement pour terminer sa rivalité avec la Chase University, parce qu'il n'a pas encore affronté Duke Hudson, et il aura très certainement un match retour face à Carmelo Hayes, sûrement à NXT Roadblock, le prochain PLE de NXT qui a lieu juste après mon anniversaire au mois de mai. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage parce que moi j'aurais aimé que Braun Breaker parte au roster principal, mais bon, apparemment ça a l'air de ne pas être pour tout de suite, mais bon, il aura tout le temps prochainement de le faire. Voilà, donc je vous laisse là-dessus sur ce match Grayson Waller Carmelo Hayes qui était clairement mon match préféré actuellement de ce show. On passe donc au match suivant entre Kiana James et Brooks Jensen contre Fallon Henley et Josh Briggs. Voilà, une sorte de combat fraternel entre d'anciens champions par équipe, Jensen et Briggs. Voilà, à cause d'une histoire d'amour, voilà. Et depuis le temps que tout le monde attendait ce grand moment, voilà, qui a quand même beaucoup fait réagir, la scission entre Kiana James et le trio s'est enfin fait. Alors, le match en lui-même n'était pas incroyable en tant que tel, hein. Franchement, c'était un match plutôt classique, hein, faut dire. C'était un match par équipe mixte plutôt cool, mais quand même assez classique. Voilà, quelques gros moves de temps en temps. Après, le reste plutôt simple, des hot tags, voilà, tout ça. Enfin bref, des choses plutôt habituelles. Mais ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce match, c'est surtout l'histoire racontée autour entre Briggs et Jensen qui sont obligés de s'affronter alors que les deux s'adorent. Voilà, tout ça par amour du côté de Jensen. Voilà, et même du côté de Briggs hein, qui fait ça parce qu'il veut ramener son ami à la raison. Bref, l'histoire elle est géniale. Ça se termine avec Kiana James qui en a marre, qui va demander à Briggs, enfin à Jensen de frapper Briggs avec son sac à main. Alors que pourtant l'arbitre est en train de les regarder, mais on n'a plus rien à foutre. Elle est en mode vas-y frappe-le avec ça. Et au final, Jensen il va hésiter. Et l'hésitation fait que du coup Briggs va esquiver le coup. Et en fait en esquivant Jensen va taper dans les cordes, ce qui va éjecter Kiana James à l'extérieur du ring, qui va péter un câble, ce qui va détourner l'attention de Jensen, qui va se prendre une bonne lariat et du coup perdre le match, du moins faire perdre le match à son équipe. Et j'avoue que la fin ça m'a énormément touché parce que du coup
Jensen essaye de se rabibocher avec Kiana James qui lui hurle dessus, qui tente de le frapper. Et du coup, là, il comprend pas encore ce qui se passe. Et quand elle lui dit je ne t'ai jamais aimé et qu'elle s'en va, qu'elle le laisse comme ça, c'est tellement horrible comme situation. Et du coup, on a quand même. Alors, Fallon Henley va pas venir, va rester dans le ring. Mais t'as Briggs du coup, qui va quand même venir. Voilà, comment dire. Soutenir son ami, qui va voilà, le prendre dans ses bras et qui comprend ce qu'a vécu son ami, qui du coup voilà, va l'aider à aller mieux, hein, c'est sûr. Mais franchement, toute cette histoire racontée, j'ai trouvé vraiment très cool. La fin de ce qui se passe est plutôt touchante, même si je pense que ce n'est pas totalement fini. Il y aura sûrement des explications ou un truc comme ça, plus en détail. Du côté de Kiana James, je pense, sur pourquoi elle a manipulé tout le monde et tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé le match cool et surtout l'histoire et la fin de cette histoire qu'on attendait, qu'on pensait que ça allait arriver à Stand and Deliver. Finalement, c'est ici à Spring Breaking. Et franchement, c'était une histoire vraiment très cool à suivre. On va maintenant parler du match suivant, Oba Femi contre Oro Mensah. Donc un match plutôt cool, franchement. C'est un truc que j'aime bien à NXT. C'est que on cherche à mettre en avant des talents moins connus, des jeunes talents, notamment on l'a vu avec, attendez, je récupère le nom, là, qui a affronté Eddie Thorpe, non, Noam Dar, c'était là, Miles Bourne, qui je crois avait aussi affronté Eddie Thorpe et tout, enfin un mec, voilà, de beaucoup moins connu mais qu'on met un peu en avant à NXT. On a également le cas là avec Oro Mensah qui à la base catch beaucoup à Level Up. Et du coup, je crois bien que ces gens-là soient également mis en avant et pas dans des squash. Ce qui a beaucoup tendance à faire le roster principal quand ils veulent mettre en avant des monstres qui arrivent, c'est qu'ils font des squash et je trouve pas ça intéressant les squash. Que là, entre Oba Femi et Romensa, le match était plutôt cool. On a un monstre très physique face à un gars plus voltigeur. Et les deux ont eu des offenses et c'était très cool. Voilà, Oba Femi qui était surtout dans la puissance. On se souviendra de ce moment où il l'attrape au Romensa et qu'il le balance à travers le ring. Enfin bref, c'était très impressionnant. Oro Mensah va quand même revenir assez fort jusqu'à ce kick depuis, enfin où il saute de la troisième corde pour partir en kick. Enfin bref, on a eu des très belles choses. Après, c'est dommage que le public n'était pas hyper investi, mais en même temps, ce ne sont pas des grosses stars à l'heure actuelle, mais ils sont plus ou moins en développement. Et en tout cas, ils ont fait un bon match, hein. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et j'ai hâte de voir la suite pour ces catcheurs-là. On termine donc sur le main event entre Roxanne Perez, Tiffany Stratton et Indy Hartwell qui défend son titre de NXT. Donc un match qui, à mon avis, ne s'est pas passé comme prévu. Un match qui pourtant débutait bien que je trouvais ça un peu spécial que Roxanne Perez domine tout le match. Parce que vraiment, hein, quasiment les 5-10 premières minutes du match, c'est Roxanne Perez qui domine tout. On a vu Tiffany Stratton a eu assez peu d'offense. J'ai trouvé ça assez étonnant. Parce que pourtant, elle fait des très bonnes perfs, Tiffany Stratton. Donc je pensais qu'elle aurait un peu plus d'offense. Mais bah, finalement, non. Ça a été. J'ai pas trop compris, mais bon, c'est comme ça. Bah, du coup, Indy Hartwell a été assez peu présente du match également. Alors au début, je pense que c'était sûrement fait exprès, parce que dans les matchs à plusieurs, chacun a son moment de gloire, entre guillemets, si enfin, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. Et c'est vrai que tu as toujours un moment où un catcheur il prend le dessus, du coup il a son petit moment à lui, puis après hop il se fait dégager du ring, et puis ensuite c'est quelqu'un d'autre qui prend un peu du momentum. Et souvent ça tourne comme ça dans le monde du catch et tout, quand il y a des matchs à plusieurs. Et là, globalement, c'est vrai que si on parle juste de personne qui a pris le dessus, bah là très clairement 90% du match c'est Roxanne Perez qui a dominé tout. Et je pense que normalement le match aurait dû tourner qu'à un moment donné, sûrement Tiffany Stratton allait prendre un peu plus le dessus parce qu'elle a quand même eu très très peu d'offense.
Et pareil pour Indy Hartwell, elle a eu très très peu d'offenses et je pense que ça devait tourner. Mais il y a eu ce fameux salto de la troisième corde vers l'extérieur du ring de Tiffany Stratton sur Roxanne et Indy Hartwell. Alors au début, je vous avoue que je me suis demandé si tout ça c'était vrai ou si c'était un angle, parce que on sait très bien que ça c'est le genre de choses qui arrivent des fois. Un catcheur est évacué, et puis au dernier moment, paf, il revient, finalement il n'est pas blessé, et il peut reprendre le cours du match. Je crois que c'est des choses qui sont déjà arrivées dans des Rumble ou des choses comme ça. Là, je me suis posé la question si c'était le cas ou non parce que ça m'a paru bizarre parce que et en plus même je crois que même le public hein, s'est vraiment posé la question parce que on voyait les gens au premier rang là qui étaient vraiment plus concentrés et ça c'est un peu dommage parce qu'ils étaient plus concentrés sur le cas de Indy Hartwell avec les médecins que sur le match en lui-même parce qu'il y a eu un dégagement, les gens ils ont même pas vu, ils étaient juste concentrés sur la possible blessure de Indy Hartwell. Et du coup, Indy Hartwell a été même amené à l'extérieur, enfin dans backstage, quoi, sans que la caméra nous le montre, jusqu'à ce qu'elle fasse son retour dans le ring en boitant et tout. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est une bonne actrice ou est-ce qu'elle a vraiment mal à la cheville? Et à la fin du match, quand elle gagne, on voit les replays. Et je vous conseille de pas vraiment regarder les replays parce qu'on voit la jambe de Indy Hartwell vraiment se plier sous le poids de la chute. Hein. C'est souvent quand un catcheur ou une catcheuse fait un saut comme ça, du coup les adversaires se prennent la chute, mais en même temps ils amortissent la chute de l'adversaire. Sauf que là, en retombant, on voit bien que la jambe de Indy Hartwell s'est bien pliée en réceptionnant Tiffany Stratton. Et ce qui fait que je pense, c'est vraiment ce détail en revoyant le replay à la fin, qui fait que je pense que la blessure est réelle. Alors on verra si c'est une blessure grave ou non, mais je pense qu'elle est réelle à cause de ça, à cause du fait que dans le replay, on a vraiment l'impression que sa jambe se plie et que ouais, elle a dû vraiment souffrir. Et du coup, ça a dû changer sûrement le scénario du match qui a été prévu. Et ce qui fait que voilà, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que je me suis posé beaucoup de questions, j'ai eu du mal à vraiment être dans le match. Voilà, entre le fait que je comprenais pas pourquoi pendant presque 10 minutes c'était Roxane Perez qui avait le dessus sur tout le monde, alors que ça aurait été bien de mettre un peu plus la championne en avant, parce qu'Indy Hartwell, même si elle s'en sort très bien, j'aime beaucoup en tant que championne, mais elle se fait tout souvent très dominée par ses adversaires, et c'est au dernier moment qu'elle reprend le dessus. Face à Gigi Dolin, elle s'en sort beaucoup grâce à l'intervention de Jessie Jane, qui lui a permis de reprendre le dessus sur Gigi. Sa défense contre Zoe Stark, elle s'était fait beaucoup dominer et avait pu reprendre le dessus sur une erreur d'inattention de Zoe Stark. Donc je trouve ça dommage qu'on construise pas Indy Hartwell comme une championne plus dominante. Surtout que quand elle n'était pas championne, elle était très dominante. Alors je sais pas pourquoi, avant elle était très dominante et une fois championne, elle est plus autant dominante. Ah, l'écriture de Indy Hartwell, elle est un peu chelou depuis qu'elle est devenue championne. Voilà, bon, elle affronte quand même des noms assez combatifs, des beaux noms du roster féminin, mais ça n'empêche qu'avant, elle en affrontait quand même des personnes quand même assez puissantes et elle était quand même très dominante. Donc ça, c'est un peu dommage. Même si cette fin de match, si on apprend qu'elle est vraiment blessée, ça va que sublimer la performance de Indy Hartwell qui, blessée, est revenu dans le ring pour défendre son titre, qui du coup aura combattu un petit peu. Elle a quand même fait des petites courses et c'est vrai que ça sentait quand même que c'est pas ses courses habituelles qui sont très beaucoup plus stiff et que là voilà on sent qu'il y a quand même de la douleur, donc je pense encore une fois je me répète beaucoup mais c'est vrai que pour l'instant moi j'ai pas d'infos, voilà je viens juste de finir le truc, le show, donc pour moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment blessée, ça se ressent, mais, euh, mais voilà, elle a quand même réussi à être un peu combative sur la fin. Et du coup le match il se termine avec Tiffany Stratton qui réussit à placer son moonsault sur Roxanne Perez. Bon, c'est un peu dommage la façon que c'est filmé parce qu'on voit Tiffany Stratton se placer proche des cordes pour faire le tomber, alors que techniquement, vu comment tu tombes quand tu fais le moonsault, hein, normalement t'es pas censé avoir les pieds proches des cordes. Mais bon,
La caméra est restée malheureusement dans ce coin-là pour justement que Indy Hartwell puisse retirer Tiffany du ring et faire le tomber de manière assez opportuniste, hein. Je crois que c'est de la même manière qu'elle avait remporté le titre. Et du coup, voilà, Indy Hartwell conserve son titre. Voilà, dans un match assez particulier. Voilà, j'ai pas détesté ce match, hein, je préfère le dire, je l'ai pas détesté, mais j'ai trouvé particulier avec voilà une offense de Roxane Perez sur plus de 90% du match. Indy Hartwell qui a été assez effacé, notamment à cause de sa possible blessure, et Tiffany Stratton, pareil, très très effacé du match. Donc c'est assez bizarre. J'ai bien aimé, mais voilà, pour moi, si je dois retenir un match de ce show, bah, ça reste le Carmelo Hayes, Grayson Waller, alors que celui-ci avait un très très gros potentiel avec les trois noms qu'on avait. Mais malheureusement, tout ne se passe jamais comme prévu. Enfin, pas toujours, mais en tout cas là c'est le cas. Du coup, on va conclure cet épisode donc avec les previews de la semaine prochaine. Donc, on aura un match entre Jessie Jane et Gigi Dolin. On aura un match entre Joe Gacy et Joe Coffey. Donc, en gros, le gagnant détermine si Schism aura le droit à un match de championnat par équipe ou non. Donc, si Joe Gacy gagne, son équipe, donc Fowler et Reed, auront le droit à un nouveau match par équipe pour les ceintures. Voilà. Et si Joe Gacy il perd, du coup, bah, son équipe son clan n'a plus le droit de demander un match par équipe tant que Gallus a les ceintures. Ce qui est un peu dommage, c'est que comme on sait que Fowler et Reed ont demandé à être libérés de leur contrat, que ça a été accepté, bah en fait on a du mal à imaginer que les choses se passent bien pour le Schism. Là, je vois très mal Joe Gacy gagner, alors que on sait très bien que son clan va perdre deux membres quand le contrat des deux gars va être terminé. Et ça, c'est dommage. Et même s'ils gagnent et qu'il y a un match de championnat, bah on sait qu'ils perdront le match de championnat parce qu'on va pas donner des ceintures à des mecs qui leur contrat va se terminer certainement prochainement et du coup ne sera pas renouvelé. Donc je trouve ça bien de les mettre en avant et en même temps je trouve ça dommage de vouloir nous teaser des trucs alors que nous on sait déjà que les contrats sont pas renouvelés. Même si on sait pas vraiment quand est-ce qu'ils se terminent, on sait qu'ils sont pas renouvelés et on sait que bah il y a très peu de chances que Reed et Fowler gagnent quelque chose. Et c'est voilà, c'est assez dommage. Et on aura également un match de championnat entre Wesley et Drew Gulak pour le titre nord-américain. Ça, j'ai assez hâte de le voir. Wesley, Charlie Dempsey, ça avait très bien matché. Donc Wesley, Drew Gulak, hâte de voir si ça matchera aussi bien. Voilà. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé du show Spring Breaking. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un très bon show. Mais voilà, un peu gâché par son main event un peu bizarre. Mais sinon, le show en lui-même était vraiment très bien. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à aller checker l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties durant la semaine. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.